À côté du marché de partenariat, on trouve d'autres formules juridiques voisines qui permettent de répondre, elles aussi, aux besoins des personnes publiques pour réaliser des prestations globales. Tout d'abord, la concession de travaux et de services. La concession a connu, à l'instar des PPP, une évolution importante au cours des dernières années, notamment en raison de l'impact du droit européen de la commande publique. Pour rappel, la formule de la concession a longtemps été l'instrument juridique de prédilection utilisé par l'administration pour développer et moderniser les infrastructures publiques, dans les secteurs tels que l'eau, l'assainissement, l'énergie ou les transports. En certains domaines, comme le chauffage urbain, près de 90% des services sont exploités dans le cadre d'une convention de gestion déléguée. À l'origine, ces contrats, qu'ils portent sur la gestion de services publics ou l'exploitation d'ouvrages, privilégiaient l'intuitu personné et étaient conclus de gré à gré. Pour répondre aux critiques engendrées par l'opacité des règles d'attribution de ces contrats, des textes sont venus encadrer le recours à ces contrats, et notamment, s'agissant des contrats portant sur la gestion d'un service public, par la loi du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, dite loi Sapin. Cette loi a défini les modalités de publicité et de mise en concurrence préalable à l'attribution de ces contrats. Elle a été complétée par la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réforme à caractère économique et financier, dite loi Mursef, qui a défini la notion de délégation de service public. La concession, aux côtés de l'affermage, étaient les deux principaux types de délégation de service public. De leur côté, les concessions de travaux, soumises aux directives communautaires, ont été encadrées par la loi du 3 janvier 1991 et son décret d'application du 31 mars 1992, puis par l'ordonnance du 15 juillet 2009 relative au contrat de concession de travaux publics. On distinguait donc, d'une part, les délégations de services publics et d'autre part, les concessions de travaux. La différence entre ces deux types de contrats était ténue et il était parfois difficile de savoir à quelle catégorie s'apparentait un contrat portant sur l'exploitation d'un ouvrage qui pouvait constituer en elle-même la fourniture d'un service public. Par exemple, s'agissant des concessions d'autoroutes. Concernant la distinction entre les PPP et les contrats de délégation de services publics, la différence était double. D'une part, l'objet, car le PPP n'a pas pour objet d'exploiter un service public ou un ouvrage. Et, d'autre part, la rémunération, qui est tirée de l'exploitation du service public ou de l'ouvrage dans un cas, et du paiement par la personne publique dans l'autre. Ces différences ont évolué suite à la réforme des contrats de la commande publique, résultant de la transposition de la directive du 26 février 2014 sur l'attribution des contrats de concession et de la directive du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics. En effet, dorénavant, l'article 67 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 étend l'objet des marchés de partenariat à la gestion d'une mission de service public. En outre, la concession ne porte pas nécessairement sur un service public, mais sur la gestion d'un service, qui peut ne pas présenter les caractéristiques d'un service public. Ainsi, des contrats de service qui auparavant étaient soumis au Code des marchés publics à défaut de constituer une activité de service public, pourront désormais bénéficier du régime plus souple des concessions de services. On peut penser aux contrats de mise à disposition de télévision dans les hôpitaux ou aux contrats de mobilier urbain. Ainsi, le marché de partenariat et la concession de services peuvent avoir le même objet. À noter que cela pouvait déjà être le cas avant la réforme du droit de la commande publique. À titre d'exemple, les stades ont pu être réalisés par la voie de la délégation de services publics avec une importante subvention de la collectivité délégante, c'est le cas du nouveau stade du Mans par exemple, ou par la voie du contrat de partenariat, cela a été le cas pour les nouveaux stades de Lille, Nice et Marseille. S'agissant de la rémunération, l'ordonnance du 29 janvier 2016 ne se réfère plus à une rémunération tirée substantiellement de l'exploitation du service, mais se réfère au transfert d'un risque lié à l'exploitation de l'ouvrage ou du service en contrepartie soit du droit d'exploiter l'ouvrage ou le service qui fait l'objet du contrat, soit de ce droit assorti d'un prix. Il est précisé que la part de risque transférée au concessionnaire implique une réelle exposition aux aléas du marché, de sorte que toute perte potentielle supportée par le concessionnaire ne doit pas être purement nominale ou négligeable. Le concessionnaire assume le risque d'exploitation lorsque, dans des conditions d'exploitation normales, il n'est pas assuré d'amortir les investissements ou le coût qu'il a supporté
liés à l'exploitation de l'ouvrage ou du service. La différence entre concession et marché de partenariat réside donc dans le transfert du risque d'exploitation, qui se traduit notamment par l'absence de certitude pour l'opérateur de pouvoir amortir les investissements ou les coûts qu'il a supportés. Le risque d'exploitation semble quand même postuler l'existence d'un service marchand, générateur de revenus, qui ne pourra pas être satisfait lorsque les caractéristiques du service obligent à une rémunération directe par l'administration donneuse d'ordre. Par exemple, construction, gestion de prisons, de stations d'épuration, traitement d'ordures ménagères, construction de bâtiments scolaires ou administratifs, ou en général d'installations et de bâtiments qui sont le support de services publics administratifs. Toutefois, il sera des cas moins nets dans la mesure où le marché de partenariat se caractérise lui aussi par le transfert de risque à l'opérateur privé et peut porter sur des services marchands. C'est le cas des stades ou des lignes ferroviaires à grande vitesse par exemple. Pour certains types de services, le choix entre la concession et le marché de partenariat pourra se poser avec une potentielle préférence de la part des acheteurs pour la concession, car sa mise en œuvre est moins contraignante que le marché de partenariat. Absence de seuil, d'études et d'évaluations préalables, nécessitant l'avis du ministère des Finances et de Fininfra. Et ce, alors même qu'il existerait un doute sur la possibilité de transférer de façon certaine le risque d'exploitation à l'opérateur. Sur ce point, il semblerait d'ailleurs que certaines concessions récemment lancées soient plus proches du PPP que de la concession, en raison notamment de l'absence du risque d'exploitation à la charge de l'opérateur. On a ainsi pu voir certaines concessions prévoir des subventions couvrant entièrement le montant des investissements et de leur financement, laissant planer un doute sur le fait que le concessionnaire ne soit pas sûr d'amortir les investissements qu'il a supportés, comme cela devrait être le cas selon les textes. Le risque de requalification n'est donc pas loin. Voyons maintenant les marchés globaux de performance. Dans l'optique de renforcer la concurrence, la règle de l'allotissement, qui consiste en la passation d'un marché en lots séparés, a été reprise par l'ordonnance du 23 juillet 2015 et elle a même été renforcée en ce qu'elle s'impose également aux organismes qui relevaient de l'ordonnance du 6 juin 2005 et qui y échappaient. L'ordonnance du 23 juillet 2015 reprend les deux exceptions au principe d'allotissement tirées de l'impossibilité pour l'acheteur d'identifier des prestations distinctes en raison de l'objet du marché public ou d'assurer lui-même les missions d'organisation, de pilotage et de coordination, ou si la dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l'exécution des prestations. En outre, l'ordonnance du 23 juillet 2015 consacre l'existence de 3 contrats globaux pouvant déroger au principe d'allotissement. Les marchés de conception-réalisation, qui sont des marchés de travaux qui permettent de confier à un opérateur une mission portant à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux. On trouve aussi les marchés globaux sectoriels, avec une mission globale portant sur la conception, la construction, l'aménagement, l'entretien et la maintenance pour les immeubles affectés à la police nationale, à la gendarmerie ou aux armées. Et enfin, on trouve les marchés globaux de performance. Ils associent l'exploitation ou la maintenance à la réalisation ou à la conception-réalisation de prestations afin de remplir des objectifs chiffrés de performance, comme l'efficacité énergétique, l'incidence écologique. Ainsi, les marchés globaux de performance sont les héritiers des CREM ou des REM de l'ancien article 73 du Code des marchés publics, mais avec un champ d'application plus large. En effet, la seule condition de recours aux marchés globaux de performance est la contractualisation d'objectifs chiffrés et mesurables de performance définis notamment en termes de niveau d'activité, de qualité de service, d'efficacité énergétique ou d'incidence écologique, sans qu'il soit nécessaire de justifier de motifs d'ordre technique ou d'un engagement contractuel sur un niveau d'amélioration de l'efficacité énergétique. Ce point constitue une réelle innovation dans le sens où le recours aux anciens marchés CREM, associant l'entrepreneur à la conception, devait être justifié, outre par l'existence d'objectifs chiffrés et mesurables de performance, mais également par un engagement de performance énergétique ou de motifs d'ordre technique. Les marchés globaux de performance sont donc, par leur objet, très proches des PPP. Seule la mission portant sur le financement des investissements ne peut pas être confiée à l'opérateur privé, ce qui résulte notamment de l'interdiction du paiement différé qui s'impose à ce type de contrat.
Ainsi, à l'instar des CREM ou des REM de l'ancien Code des marchés publics, la rémunération doit distinguer deux éléments, le prix fixe de la conception-réalisation et le prix variable de l'exploitation-maintenance. La rémunération des prestations d'exploitation ou de maintenance doit être liée à l'atteinte d'engagements de performance mesurables fixés par le marché pour toute sa durée. À noter que ces contrats doivent identifier l'équipe de maîtrise d'œuvre chargée de la conception de l'ouvrage et du suivi de la réalisation. Cette obligation apparaît comme une tentative de conciliation entre les exigences de la loi MOP, qui consacre la séparation des missions d'entrepreneur de celles de maîtrise d'œuvre, et les marchés publics globaux qui peuvent y déroger. La même obligation est imposée pour les marchés de partenariat. Toutefois, à la différence de ce qui est prévu pour les marchés de partenariat, où la mission confiée à l'équipe de maîtrise d'œuvre est laissée à la libre appréciation de l'acheteur, le décret du 5 mai 2017, portant adaptation des missions de maîtrise d'œuvre aux marchés publics globaux, vient définir les missions réservées à la maîtrise d'œuvre dans les marchés publics globaux. Celles-ci sont importantes et portent au minimum sur l'établissement des études d'avant-projet définitifs, des études de projet, des études d'exécution, ou lorsque ces dernières ne sont pas réalisées par l'équipe de maîtrise d'œuvre, le visa de ces études. Il s'agit également du suivi de la réalisation des travaux et enfin de l'association aux opérations de réception et à la mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement. Ce texte tente de clarifier le positionnement du maître d'œuvre qui demeure malgré tout ambigu dans le cadre d'un marché global dans la mesure où ce dernier appartient au même groupement que le constructeur et a donc dans une certaine mesure des intérêts alignés sur ce dernier, ce qui rend son rôle de contrôleur de la bonne exécution des travaux difficile à exécuter. Ainsi, malgré les avancées faites grâce à ce décret, il nous semble que les acheteurs publics devraient quand même s'attacher les compétences d'un assistant à maîtrise d'ouvrage indépendant du titulaire du marché global pour préserver au mieux leurs intérêts, à l'instar de ce qui se fait dans les marchés de partenariat. Je vous propose d'évoquer maintenant la société d'économie mixte à opération unique. La CEMOP a été créée par la loi du 1er juillet 2014. Cette loi donne en droit interne un cadre juridique au partenariat public-privé institutionnalisé, formule juridique reconnue par la Commission européenne dans sa communication interprétative du 5 février 2008 et par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 15 octobre 2009 à Cossette. Il s'agit, pour les collectivités territoriales, tout d'abord de pouvoir créer une société à capitaux mixtes dont elles seront actionnaires, pas nécessairement majoritaires, contrairement aux sociétés d'économie mixte locales, et dont l'objet sera de réaliser une opération unique. Réalisation d'une opération de construction, de développement de logements ou d'aménagement ou gestion d'un service public. Ensuite, il s'agit de pouvoir, par un unique appel d'offres à la concurrence, choisir les opérateurs qui seront les co-actionnaires de cette société et à attribuer à cette société un contrat de la commande publique, qui peut être un contrat de concession, un marché public, y compris un marché de partenariat. La procédure pour la sélection des opérateurs privés et l'attribution du contrat correspond à la procédure devant être mise en œuvre pour le contrat en cause. Le dossier de consultation des entreprises doit contenir, en complément des informations obligatoires selon la nature du contrat destiné à être conclu, un document de préfiguration de la CEMOP, lequel précise, premièrement, les principales caractéristiques de la CEMOP, à savoir la part de capital que la collectivité souhaite détenir, les règles de gouvernance et les modalités de contrôle dont la collectivité souhaite disposer sur l'activité de la société, définies le cas échéant dans un pacte d'actionnaires, les règles de dévolution des actifs et passifs de la société lors de sa dissolution. Deuxièmement, il faut prévoir le coût prévisionnel global de l'opération pour la collectivité et sa décomposition. La CEMOP constitue ainsi une forme particulière de PPP répondant à des exigences spécifiques de la collectivité qui souhaite bénéficier du statut et des pouvoirs reconnus aux coactionnaires pour contrôler le suivi d'un projet public. La CEMOP peut ainsi rendre plus admissible le recours au PPP pour les collectivités. En outre, la CEMOP constitue une alternative à la mise en régie d'un certain nombre de services publics et préserve la possibilité pour les collectivités de poursuivre l'externalisation de leur gestion afin de bénéficier de l'expertise du secteur privé.
Toutefois, ce type de montage n'est pas exempt de difficultés liées au potentiel conflit d'intérêts que peut générer le double rôle de la collectivité. Il y a ainsi une importance particulière à accorder lors de la phase de passation du contrat et de sélection des coactionnaires à la rédaction des statuts de la société et du contrat. Il s'agit de protéger au mieux les intérêts de la collectivité, qui est à la fois autorité co-contractante et actionnaire de la société titulaire du projet. Il s'agit aussi de prévenir toute situation de conflit potentiel, comme pour l'application de pénalités ou autres sanctions, ou en cas de refinancement du projet.